Monsieur le leader de la majorité. Madame la Présidente, nous sommes toujours dans l'agglomération chapitre 80 et je vais réunir les items 2036 à 2040. En 2036, on accorde un contrat à SNC-Lavalin, GEM Québec Inc. pour des services professionnels. En 2037, on accorde un contrat à WSP Canada Inc. pour des services professionnels en contrôle de la qualité. En 2038, on accorde un contrat aux excavations La Fontaine pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale et secondaire, de voirie d'éclairage, de feux de circulation dans l'avenue Papineau. En 2039, on conclut des ententes cadres de services professionnels avec Groupe ABS, les services EXP, FNX Innov, SNC-Lavalin GEM Québec, Solmatec et WSP Canada. Et en 2040, on conclut des ententes cadres d'une durée de 3 ans avec Compugen, PCD Solutions, ESI Technologies, Bell Canada pour la fourniture de serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de télécommunications. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Rotran. Bonjour, Madame la Présidente. Je me lève sur 2037. Et j'aimerais soumettre le suivant à vous, Madame la Présidente, que l'administration municipale est en train de perdre le contrôle complètement des dossiers de matières résiduelles organiques à Montréal. Ils n'ont pas une vision claire. Les coûts explosent. Il y a information qui n'est jamais partagée au Conseil, des surprises comme le dossier devant nous autres. Et effectivement, il poursuit aveuglément une stratégie qui date de 2009 que personne d'autre en Amérique du Nord veut suivre. Le mois dernier, le Conseil est divisé. Il y a plusieurs votes. L'administration a refusé tout effort d'avoir un sursis de 1 mois pour effectivement avoir le temps de vérifier les faits concernant l'octroi de contrat qui est à 175 millions de dollars pour effectivement construire une usine de compostage de capacité de 50 000 tonnes dans une situation où ailleurs, on peut construire pour beaucoup moins de l'argent des usines qui créent des biogaz qui peut être utilisé pour les camions, les autobus, le chauffage, ou créer un revenu pour une municipalité et qui donne des autres choix. Pas seulement le sursis de 1 mois a été refusé, l'administration a également refusé des efforts d'avoir des comités plénières avec des experts dans la salle pour répondre aux questions. Ce qui est consenti est 45 minutes pour les élus, 30 minutes des personnes qui mènent le dossier, 15 minutes pour les questions. Pas du tout transparent, pas du tout satisfaisant. Et une chose qui n'était jamais mentionnée le mois dernier est le montant additionnel de plus de 4,2 millions de dollars qui est devant nous autres aujourd'hui. Madame la Présidente, je trouve bizarre que si on lit le sommaire décisionnel, la Ville est dans ce dossier, un échange de lettres avec la compagnie qui va être octroyée dans quelques minutes ce contrat, en janvier, avant le Conseil du mois de février, c'est-à-dire même avant qu'ils ont convoqué les élus à cette réunion insatisfaisante, ils ont déjà su que ça va coûter plus que 175 millions de dollars. J'ignore s'il y a des autres surprises dans ce dossier de traiter les matières organiques à Montréal. Je trouve dans ce dossier un peu bizarre qu'ils ont approché cette compagnie et finalement il y a exactement une qui a fait une soumission. Et Kat a dit qu'il ne veut pas soumissionner parce que c'est trop complexe. Too complex to look over the infrastructure of a composting plant? Ce n'est pas une technologie nouvelle, je trouve ça étonnant. Et aussi, on comprend qu'il y a seulement une soumissionnaire et c'est 28% plus cher que l'estimation de coût pour faire la surveillance de cette infrastructure. Madame la Présidente, qu'est-ce qui arrive ailleurs? La Ville de Québec a poursuivi une autre stratégie que nous autres. Il va construire un centre de biométhodation pour le traitement de 86 tonnes années de résidus alimentaires et 96 000 tonnes années de boue municipale. Leur usine va avoir la capacité de créer une digesta 83 000 tonnes,
la possibilité d'utiliser ça pour le recyclage agricole, compostage, mais mieux que ça, il va créer 6,6 millions de mètres cubes de biométhane par an qui leur donne toutes sortes de possibilités. Le coût de leur usine, qui semble être plus large et plus fonctionnel que nous, le nôtre, c'est 124,5 millions. Et qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement de Québec subventionne à 43,6 millions et le gouvernement fédéral à 16,6 millions. Donc, Québec paye 64,3 millions de dollars pour avoir une facilité beaucoup plus efficace, moderne que celle que M. Parenteau a insisté que ses conseils hâtivement adoptent. Madame la Présidente, Québec n'est pas le seul qui poursuit une autre stratégie. I'm going to read part of a communique put out by the city of Surrey in British Columbia. Stated March 9th last year. Surrey's biofuel facility officially opened today in the Port Kells industrial area. The $68 million facility is the first fully integrated, closed-loop organic waste management system in North America. The facility will convert curbside organic waste into renewable biofuel to fuel the city's fleet of natural gas-powered waste collection and service vehicles. Under this closed-loop system, waste collection trucks will literally be collecting their fuel sources at curbside. Excess fuel will go to the new district energy system that heats and cools the Surrey city center. Surrey has established a new sustainable benchmark in Canada with a state-of-the-art facility that converts organic waste into renewable energy, says Mayor Linda Hepner. The biofuel facility will be instrumental in reducing community-wide greenhouse gas emissions by approximately 49,000 tons per year, which is equivalent of taking 10,000 cars off the road annually. The reduction in greenhouse gas emissions will also completely eliminate the City of Surrey's corporate carbon footprint of 17,000 tons per year. The biofuel facility will divert 115,000 tons of organic waste from the landfill, produce approximately 120,000 gigajoules of renewable natural gas, and produce approximately 45,000 tons of nutrient-rich compost annually. The City of Surrey, for $68 million, subsidized by the Government of Canada and the Government of BC, is able not only to fuel virtually all its garbage trucks and half of its service vehicles and its social center, it's also able to produce as much compost as the plant that Mr. Parenteau wants to be built, while producing usable natural gas in huge quantities for $68 million. Et ce conseil a approuvé 175 millions de dollars plus 11 millions hausse dans le budget des services pendant 5 ans et maintenant 4,2 millions et on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans l'avenir parce que la stratégie de M. Parenteau et projet Montréal inclut des hautes usines. Le règlement d'emprunt va être haussé aujourd'hui à 330 millions. La Gazette a fait un reportage qu'effectivement le coût réel c'est à 569 millions de dollars actuels. You know why these guys can do this, Madam President? It's because they have no concept that taxpayers are real people and that they work hard for their money and that they get squeezed by wasteful spending of this sort. There's no concept here. Il n'y a pas un plan. Il y a seulement une idée qu'il faut dire aux électeurs qu'on va faire au moins une chose dans notre mandat. La stratégie était bonne en 2009, c'est pas bonne en 2019. Madame la Présidente, je dépose le communiqué de la ville de Surrey et j'aimerais aussi déposer un document de Louisville à Kentucky qui a fait presque la même chose qu'à Surrey pour le prix de 30 millions de dollars US. Donc, ici, on va avoir une belle usine qui va faire de compost, qui n'est pas vaut grand-chose, qui réduit pas beaucoup des émissions de gaz à effet de serre et qui est énormément cher, difficile de trouver une haute facilité en Amérique du Nord pour ce prix et qui va obliger quand même M. Parenteau de créer une usine
de biométhanisation sur le terrain ailleurs, possiblement une autre usine, qui sait. Les prix sont indécents, Madame la Présidente. Moi, je vais voter contre ce dossier, mais j'invite l'administration de repenser la stratégie. You know, the only good thing that came out of last council meeting is that Mr. Parenteau was able to reassure us that they had at least done their due diligence on Suez services, and that even though the company had litigation with a lot of cities in the U.S. for services that it was providing, he didn't think that was going to be an issue in the relations between Montreal and Suez. At least that's reassuring. Avoir dit ça, probablement, ça va être moins cher de payer une pénalité et de repenser l'ensemble de la stratégie qui est proposée par Projet Montréal. Merci. Merci, M. Rattrand. Alors, je note votre dissidence à ce point. C'est bien ça? Est-ce que vous vouliez qu'on note votre dissidence à ce point? When it comes to, yeah. Yes? Yes. OK. La parole à Mme Boivin-Roy. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour les rapports de la Commission permanente sur l'examen du contrat sur les 5 dossiers qui sont devant nous, en commençant par 80-20-36, SNC Lavalin, GEM Québec, alors un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million, pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Il s'agit ici de l'élaboration d'un rapport géotechnique des paramètres de référence, donc GBR, préparation des plans et devis d'excavation du roc par forage et dynamitage, par tunnelier TBM et par aveuse, surveillance et support technique. Les membres de la Commission ont bien compris que les services professionnels requis visaient à préparer les plans et devis et à confirmer le choix de la méthode pour les travaux d'excavation du roc par divers moyens, alors forage, dynamitage, tunnelier et aveuse. Devant la complexité des travaux à venir, les membres ont été rassurés d'apprendre que des clauses de pénalité seraient prévues en cas de retard dans l'avancement des travaux. Les membres ont aussi bien compris que les objectifs de l'ouvrage de rétention projeté étaient de limiter à 6 fois par année les débordements d'eau usée vers la rivière des Prairies. Alors, les membres ont constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. 80-20-37 WSP Canada, un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million, pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres et présentant un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, il s'agit ici de services professionnels en contrôle de la qualité reliés à la mise en œuvre de projets à caractère industriel en mode de réalisation, conception, construction, entretien, exploitation. À la suite de la présentation du service, les membres ont discuté de la possibilité d'annuler l'appel d'offres et de reprendre le processus dans la mesure où une seule soumission conforme avait été reçue. Les membres ont cependant reconnu que les explications du service étaient satisfaisantes et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en question le processus de l'appel d'offres. Les membres ont aussi bien compris que le service avait négocié à la baisse le coût du contrat avec le seul soumissionnaire conforme et ils ont salué par la même occasion cette initiative. Pour la Commission, ce dossier, parce qu'il prévoit une rémunération à taux horaire et qu'il s'étend sur plusieurs années, illustre bien le besoin d'avoir une approche systématique dans l'établissement des taux horaires et de leur indexation sur plusieurs années. Alors, ultimement, la conformité du dossier a été constatée à l'unanimité. 80-20-38, excavation La Fontaine, un contrat de plus de 10 millions, des travaux d'égout, de conduite d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les membres ont bien compris que les travaux du présent contrat allaient se dérouler sur une artère passablement achalandée. Les membres ont demandé au service si les coûts dédiés au maintien de la circulation allaient être plus élevés que dans d'autres secteurs de la ville. Le service a rassuré et a expliqué que les montants prévus pour le maintien de la circulation sont généralement plus élevés dans des arrondissements comme Ville-Marie et le Plateau-Mont-Royal en raison de nombreuses contraintes qu'on peut y rencontrer. Les membres ont apprécié la précision et la concision des renseignements présentés par le service et la conformité du dossier a été constatée à l'unanimité. 80-20-39,
ABS Service EXP, FNX Innov, les consultants SM, SNC Lavalin GEM Québec et WSP Canada. Alors, il s'agit de contrats de services professionnels d'une valeur de plus d'1 million pour lesquels les adjudicataires en sont à leur 3e octroi consécutif pour un contrat récurrent. Il s'agit ici des lots 1 et 2. Des contrats pour des caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussées dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructure, des services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Les membres ont bien compris que l'approche retenue par le service dans ce dossier visait à retenir les services professionnels de plusieurs firmes pour répondre aux demandes d'études et d'expertise pour de nombreux projets, dont plusieurs sont susceptibles de prendre leur envol en même temps. Il fallait donc s'assurer d'avoir les ressources professionnelles nécessaires pour faire en sorte de ne pas retarder la réalisation des projets. Les membres ont constaté que le marché était plutôt restreint pour les services demandés. Il n'y a donc pas lieu de se surprendre de retrouver souvent les mêmes firmes d'une entente cadre à l'autre. Les membres ont constaté la conformité de ce dossier à l'unanimité. Et enfin, 80-20-40, Compugem PCD Solutions, ESI Technologies et Bell Canada. Il s'agit d'un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. Il s'agit ici du lot 6, des ententes cadres d'une durée de 3 ans pour la fourniture de serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de télécommunications. Les membres ont bien compris que l'adjudicataire et seul soumissionnaire du lot 6, soit Bell Canada, était un revendeur des équipements d'extension du réseau Juniper. Le service a expliqué que 7 firmes faisaient partie du réseau de revente des produits Juniper du Canada, mais qu'une seule a présenté une offre. Les membres ont apprécié la clarté de la présentation du service et des réponses reçues à leurs questions. Par conséquent, ceux-ci ont constaté à l'unanimité la conformité du dossier. Merci. Merci beaucoup, Mme Bovin-Roy. La parole à M. Miellé. C'est sur quel point? Sur le 80-20-37, Madame la Présidente, je vous remercie. Alors, sur le contrat à la firme WSP, plusieurs interrogations que l'on se pose, ne serait-ce que dans la façon où l'administration a amené devant nous ce dossier. On vient de l'entendre, on en a parlé évidemment abondamment. Le mois dernier, pas plus tard que le dernier conseil municipal, nous avons adjugé un contrat de l'ordre de 175 millions de dollars pour le centre de compostage, le CTMO de l'Ouest. Mais derrière ça devait suivre ce contrat de contrôle à la firme WSP. L'administration avait refusé avant tout une séance de plénière, d'avoir un service, tous les services responsables, donc les promoteurs du dossier, l'un des plus gros contrats que nous adjugions depuis les dernières années, a refusé de nous donner accès aux services en séance plénière pour devoir se contenter d'une séance d'information à courte échéance d'avis, de préavis, le lundi matin, où est-ce que plusieurs élus n'étaient peut-être pas disponibles pour assister. À cette séance, et j'ai la présentation entre les mains, pas un mot sur le contrat que nous avons devant nous n'a été dit. Je n'ai aucune prétention sur les motifs pour lesquels il n'a pas été spécifié que nous avions une adjudication de plus de 4 millions qui s'en venait, évidemment, qui s'ajoutait aux 175 millions, mais aucune façon non plus de pouvoir poser des questions pertinentes. La première que je me pose, c'est comment est fait si nous n'étions pas habitués d'adjuger un contrat pour la conception, la construction et l'exploitation, donc un 3 en 1, comment se déroule le contrat et le mandat d'une firme de contrôle dans ce contexte-là? Encore une question pertinente parce que ici, nous n'avons pas
des plans et devis qui nous appartiennent, nous, à la Ville, ou est-ce que nous sommes en train de mandater WSP pour suivre les travaux? Non, WSP est en train de suivre des travaux dont le mandat a été conçu par le premier adjudicataire. Donc, des questions, des corrélations, des questions pertinentes qui auraient pu être faites au service, qui auraient pu être posées au service, dont nous avons été niés, Madame la Présidente. Nous avons été niés la possibilité de poser ces questions en séance plénière et tous et chacun auront pu bénéficier de l'expertise du service de l'environnement. 4 millions, plus de 4 millions qui viennent s'ajouter, donc un 180 millions au total dans l'adjudication du CTMO de Saint-Laurent. Alors, pourquoi ne pas avoir amené ce dossier-là dès le mois dernier? C'est à peu près inconcevable parce que lorsqu'on regarde les dates d'ouverture de soumission de ce contrat qu'on est en train d'adjuger aujourd'hui, bien, il n'y a absolument rien qui aurait empêché de l'amener le mois dernier, si ce n'était du fait que, oui, il y a eu une négociation. Pourquoi? Parce que c'est le seul soumissionnaire en plus. Il y a eu une négociation à la baisse pour baisser, je pense, de l'ordre de 9 à 10 Par contre, les négociations, à ma connaissance, de ce que j'ai vu, étaient terminées, étaient prêtes pour le mois dernier. Donc, ou du moins, il n'y a rien qui aurait empêché d'amener les deux en même temps, au minimum d'avoir inclus ce volet du contrat dans la présentation qui nous a été faite. Et même dans le sommaire décisionnel du 175 millions le mois dernier, on nous donne toujours dans la chronologie des dossiers à venir, d'habitude, on nous mentionne toujours quel autre contrat est lié. Pas un mot, ni même, je vous invite à aller dans le sommaire décisionnel du mois passé, pas un mot qui spécifiait qu'on allait devoir adjuger un autre 4,5 millions. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, pour un manque de rigueur dans la façon dont ce dossier a été apporté, pour le manque d'ouverture de la part de l'administration qui a toujours nié une séance plénière donnant accès au service à tous les membres du Conseil, l'opposition officielle dénonce ce manque de transparence et se positionnera contre ce dossier. Merci, M. Miele. La parole au chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le même point, 20.37. Je vais renchérir un petit peu sur le point qu'a fait mon collègue, M. Miele, sur l'enjeu de la séquence de ce contrat en lien avec le contrat du mois dernier pour le centre de traitement de matières organiques de Saint-Laurent. Comme il a soulevé, il n'y a vraiment aucune raison évidente pour comprendre pourquoi ce dossier, ce sommet décisionnel, ce contrat ne serait pas octroyé, au moins débattu en même temps que celui du mois dernier. Les périodes de soumission étaient tout à fait pertinentes et éligibles. Et évidemment, c'est un lien logique entre ce contrat et le contrat pour l'octroi du CTMO Saint-Laurent. Je pense également, ce n'est pas seulement une question de transparence vis-à-vis de ce contrat-là, mais ça porte atteinte sur notre rôle comme un élu. À la base, nous devons, afin de prendre des décisions éclairées, avoir toute l'information, avoir une information complète. C'est la base même de toute décision de ce Conseil. Si nous n'avons pas toute l'information lorsque vient le vote, eh bien, évidemment, ça peut vicier la légitimité de notre prise de décision. Si, par exemple, pour une raison ou une autre, quelqu'un avait voté en faveur du contrat le mois dernier, et là, il y a un contrat supplémentaire, peut-être cela aurait changé son point de vue. Je peux vous le dire que ça va être le cas
dans un autre dossier qu'on verra plus tard dans ce Conseil, notamment avec le 85.5 sur les vélos sans ancrage et avec la décision qui a été adoptée pour l'entente de gestion de Bixi du mois dernier. On nous a privé de l'information sur cet angle-là. Et c'est un autre exemple, encore une fois, où on adopte certains contrats à un certain conseil, on revient plus tard dans un autre conseil, le mois plus tard, avec des dépenses ou bien des décisions en lien. Également, ça nous permet de poser les bonnes décisions, les bonnes questions. Si on n'a pas accès à l'information, on ne peut pas poser les bonnes questions. M. Miele a dit qu'à travers la séance d'information, on aurait pu poser des questions. Également dans ce Conseil, on aurait pu pousser. Par exemple, moi j'aurais posé une question, j'aimerais comprendre où dans le contrat du mois dernier, il y avait un mandat clair qui disait, et avant que je m'arrive à cela, je pense que c'est aussi important de souligner quelle a été la réponse de l'administration sur cet enjeu-là. Quelle a été la réponse de l'administration sur le fait que ce contrat venait un mois plus tard? La réponse qui a été donnée par le service de communication de l'administration à l'article à la Gazette, par M. Youssef Ahmad, c'était « He said in an email, it makes absolutely no difference whether the quality control contract was awarded last month or this month, since construction hasn't started yet. » Ça veut dire que peu importe ce que pensent les élus, peu importe l'information que nous en avons comme enceinte à prendre, la construction n'est pas encore commencée, donc ce n'est pas grave. Le projet n'est pas retardé, il n'y a pas d'impact. C'est vraiment une conception qui est croche concernant le rôle des élus. Je retire le mot croche. Merci beaucoup. C'est tout à fait incompréhensible, cette vision des rôles des élus, et c'est vraiment presque comme du rubber stamping. De toute façon, on a une majorité, il n'y a pas grave, que vous le passez, que vous avez toute l'information ou non, ce n'est pas grave. Ce sont les propos qui ont été amenés par le représentant de l'administration. Alors, moi j'aurais pu... Une seconde, oui. s'il vous plaît, Monsieur le Monsieur le Président, depuis quelques secondes, là, on tombe dans le procès d'intention et il y a une envolée de procès d'intention. J'aimerais qu'on fasse attention à énoncer des intentions de l'administration. Merci, Monsieur le leader. On continue, Monsieur Perez. Je ne portais aucune intention, j'ai lu ce qui a été cité dans l'article de la Gazette. C'est aussi simple que ça. Pour revenir sur le point, si j'avais effectivement ce contrat qu'on est en train de débattre, en même temps que le contrat du mois dernier, j'aurais posé quelques questions supplémentaires. Par exemple, dans le sommaire décisionnel du mois dernier, pour CTMO, on parle du rôle, on parle des services professionnels qui vont être inclus, donc pour le contrat à Suez, où on parle la prestation de service, donc le mandat inclut notamment, sans s'y limiter, la prestation de services professionnels en architecture, paysage, ingénierie, etc., la réalisation des plans de vie, la coordination et la surveillance de construction. Correct? Dans le contrat de WSP, il y a comme mandat, services professionnels sans s'y limiter, la surveillance en chantier. À part cela, on dit comme quoi, tout au long de la prestation, ça va être les services de CGMI qui vont suivre les professionnels de WSP. Donc on a Suez Canal qui va faire la surveillance, s'assurer de la surveillance, on a WSP qui va faire la surveillance sur Suez Canal, et évidemment on a le chargé de contrat qui va faire une genre de surveillance ou encadrement sur WSP. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment être à côté des champs de pouvoir comprendre exactement quelles sont les lignes directrices sur les différentes catégories de surveillance à travers tous ces mandats-là. Je pense que c'est une question tout à fait pertinente à pouvoir poser, mais malheureusement, on ne peut pas la poser pour le mois passé, on le pose pour ce contrat-là, évidemment. Je pense également, et ça je l'ai soulevé,
sur le fait qu'il y a un questionnement. Il y a un questionnement, c'est un petit questionnement. J'ai référé plutôt aujourd'hui sur le contrat de Minimax, c'est qu'on va octroyer un contrat à WSP Canada qui, comme j'ai dit tantôt, plutôt en journée, a reconnu, en payant une amende, avoir participé à certaines pratiques collusoires. Son prédécesseur, Génivard, qui a été acheté depuis. Quel est l'impact sur RENA? Est-ce qu'on va être devant un autre cas? On ne le sait pas, peut-être pas. C'est à suivre, mais quand même, je soulève l'enjeu. Ce qui est peut-être le plus intéressant là-dessus, c'est le contexte du chemin décisionnel en question. Lorsqu'on regarde l'introduction, on parle sur le fait que tout ce contrat, WSP, CTMO, Saint-Laurent également, se base sur le plan directeur qui a été adopté en 2009, évidemment les évolutions à cet égard-là. Et là, il dit, et je cite, « Le plan directeur de l'agglomération a établi que pour atteindre les objectifs, la Ville de Montréal doit exploiter des infrastructures de traitement en matière organique, résidus verts et alimentaires, afin d'atteindre ses objectifs en matière de valorisation et de réduction de l'enfouissement des déchets et de mettre en valeur les matières organiques. » Or, ils ont changé l'orientation du plan directeur. On avait comme objectif d'avoir 5 usines. Là, on passe avec 1, potentiellement avec une de biométhanisation. On entend qu'on est toujours en négociation. Les 3 autres ont été annulés et le service de l'environnement a reçu un mandat afin de revoir cette partie de la stratégie. Alors, encore une fois, on est vraiment à la pièce. On utilise comme justificatif l'ancienne stratégie pour utiliser seulement certains éléments pour ensuite donner un nouveau mandat sur une nouvelle stratégie. C'est vraiment hallucinant à quel point que l'administration veut essayer de justifier l'octroi de ces contrats-là avec toutes ces incohérences. Moi, je pense qu'on aura l'opportunité d'en débattre un peu plus longuement plus tard, demain, fort probablement, notamment avec notre motion, afin de mandater la vérificatrice générale, et à ce moment-là, on aura l'opportunité d'apporter des éléments supplémentaires afin d'invoquer cette possibilité au sein de cette enceinte. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pérez. Je cède la parole à M. Darret. Je vais être en droit de réplique. Merci. Écoutez, je n'ai pas assisté, je vais tenter de garder mon calme, mais je n'ai pas assisté au débat la dernière fois. Vous le savez, j'avais une intervention chirurgicale. Mais je pense que j'aimais bien avoir mal à la gorge que d'avoir les oreilles en ce moment qui me font extrêmement mal. D'entendre pendant je ne sais combien de minutes ce procès d'intention de la part de quelqu'un qui fait partie d'une administration où vraiment, là, utiliser sa majorité, c'était comme un leitmotiv. Hein? C'était, je n'accepterai pas ce procès d'intention alors que j'ai subi tout un mandat où la majorité était écrasante à chaque fois, où on renversait à plus d'une reprise des décisions démocratiques d'un président, où on faisait une job de bras à l'opposition, où le chef de l'opposition lui-même se levait à la période de questions, faisait partie de l'administration, et il questionnait l'opposition. Hein? Je m'en souviens, hein? Ça a amené à un débat entre lui et moi, puis je ne sais plus dans quel journal, National Post, quelque chose comme ça, et je ne répéterai pas ce que j'avais dit, j'en pense pas moins, mais ça avait mené à de l'anti-débat, je ne sais plus trop quoi, là, anti-parlementaire sur Twitter. Alors, mais bref. Sur le point. Sur le point, mais je suis toujours sur le point parce que j'essaie de me décolérer en ce moment et ça marche, j'y arrive. Mais je vais prendre, mon Dieu, je dois bien couetter. Alors, ben, il faut que je me calme, monsieur Pérez, parce que je n'en reviens pas de vous entendre ce soir. S'il y a bien quelque chose que cette administration fait, c'est de ne pas utiliser sa majorité de façon écrasante. Hein? C'est de faire en sorte de prendre les bonnes décisions, de faire en sorte d'expliquer ces décisions, et par la suite, les gens sont d'accord, plus ou moins d'accord, nous votons. Nous avons retiré des dossiers. Nous les avons retirés. Je ne me souviens pas, alors que vous faisiez partie d'une administration,
que vous ayez fait pareil. Jamais. Après ça, sous l'administration précédente, où justement, vous n'aviez pas la majorité, là, on a été habitué à ça. C'est comme un genre de renversement de situation. Nous avons la majorité absolue. Nous ne l'utilisons pas tout le temps, comme vous le dites. Nous avons retiré des dossiers dans le passé. Nous les avons retirés parfois même sur le plancher en disant, nous allons chercher les informations, on va vous revenir. Nous avons accepté. Ce que nous ne voulons pas, c'est du chantage. Comme souvent, on en entend. Je le retire au cas où. Je ne prends même pas le temps, M. Pérez. Merci. S'il te plaît. Alors, sur le point, maintenant que j'ai décoloré... Question de privilège, s'il vous plaît. Sur le point, maintenant que j'ai Question de décoloré... privilège. Monsieur Darret, une seconde, s'il te plaît. Ah, question de privilège? Ben oui, bien sûr. Question de privilège. Oui, Monsieur Monsieur le Pérez. Président, je pense que Monsieur Limoges, vous avez demandé d'encourager les gens Je vous à entends rester sur et le je suis sujet, d'accord. de ne pas faire un procès d'intention. Je pense que peut-être ce même message, Monsieur Limoges pourrait le passer à Monsieur le Président du Merci, Comité Monsieur exécutif. Pérez. Monsieur Darret, je vous demande d'essayer de rester dans le respect si possible. Bon, ben, L'exemple. Merci beaucoup. excellent. Donc, le chef de l'opposition, j'imagine qu'il se sent dans le même état que moi maintenant. Alors, on passe. Monsieur Darret, une seconde, s'il te plaît. Madame Morin. Également, si M. Doré pourrait retirer, s'il vous plaît, le mot chantage, qui est un mot antiparlementaire. Il l'a retiré. Il l'a retiré C'était au déjà moment de fait, la Madame moitié. la Il l'a leader. retiré, C'était merci. déjà fait. J'étais proactif. Continue, s'il vous plaît, Monsieur Darret. Alors, sur le point. Oui. Je n'ai donc pas assisté au débat la dernière fois. Mais je sais que nous avons offert, non pas ce que l'opposition officielle voulait, une séance plénière, mais une séance d'information où l'ensemble des membres étaient conviés. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'ose croire que c'est parce que les gens ne trouvaient pas ça important ou parce qu'ils étaient pris ailleurs, ou ils présentaient le conseil municipal ou... Pardon? S'il te plaît. Ben non, je suis en train de donner S'il des te plaît. hypothèses. S'il te plaît, Monsieur Darret, il y a la parole, s'il te plaît. Mais ceci dit, vous pouviez poser toutes les questions nécessaires. Toutes les questions nécessaires. Toutes les questions nécessaires, vous pouviez les poser. Il y avait des gens pour y répondre. La nuance, c'est que ça ne se faisait pas dans le cadre du conseil municipal. C'est la nuance. Mais on l'a fait. Vous pouviez. Ce que je n'accepte pas, c'est le fait qu'on semble dire, ah, écoutez, vous savez, c'est comme si nous avions caché. Là, je ne suis pas en train de le dire de quelqu'un, je le dis de nous, là. Hein, donc, j'imagine que c'est correct, mais sinon, que nous n'avons pas dit toute la vérité, nous ne l'avons pas tout amené, nous n'avons pas... Mettez n'importe quel sujet, là, synonyme, ça ne me dérange pas. Mais une chose est certaine, nous avons amené le dossier dès qu'il a été prêt. Et ce soir, ce qu'on entend, c'est que sur un contrat d'autant, 174 millions de dollars, ce qu'on nous dit, c'est « Ah mon Dieu, c'est comme ça n'a pas de sens d'aller mettre autant d'argent pour s'assurer que ça ait du bon sens, qu'on ne dépasse pas, qu'on ne se fasse pas avoir, qu'on mette les mesures de contrôle qu'il faut, parce que c'est beaucoup d'argent, le contrat à Suez. » Alors, il me semble que nous faisons ce qu'il faut. Nous avons maintes fois répété que nous avions remis sur le métier 100 fois pour nous assurer que cette stratégie-là nous allait. Nous l'avons différée dans le temps. Nous avons demandé des études de plus. Le comité exécutif voulait s'assurer que c'était correct. Et nous l'avons amené ici, au conseil municipal et au conseil d'agglomération par la suite. Alors, nous sommes très à l'aise de voter le contrat ce soir à WSP pour nous assurer du mandat. Et là, je m'étonne que le chef de l'opposition, mais des fois, tu sais, quand on veut justement dire on s'y retrouve plus, une chatte, il ne retrouve plus ses chatons. Si on lit le sommaire décisionnel, on l'entend, le mandat, le volet industriel. Hein? Je veux dire, on n'est pas en train de surveiller le surveillant qui surveillait l'inspecteur du surveillant, là. On ne joue pas dans un vaudeville. C'est le volet industriel. On veut s'assurer qu'on est correct. Nous n'avons pas cette expertise. Nous n'avons pas besoin de la développer à l'interne. On n'en fait pas chaque année de façon récurrente. Alors, les membres du comité exécutif veulent s'assurer avec les fonctionnaires que ce contrat-là qu'on a donné à Suez, il va être correct, qu'on va être sa coche, que les Montréalais vont en avoir pour leur argent. D'autant plus que ce qui ressort, c'est que c'est comme si ça défonçait le prix. Alors que ce qu'on voit, c'est que le centre de traitement, il va être fait, justement, il va être plus gros, plus qu'on devait.
Et quand on regarde l'appel d'offres, on se dit, ben oui, on est d'accord avec ça, il va être plus gros, il va en faire plus, ça coûte effectivement plus cher. Sur certains aspects, on n'était pas sur l'évaluation. Ça défonce. Mais sur l'ensemble, les Montréalais vont en avoir pour leur argent. Après ça, le chef de l'opposition nous dit, mais là, on fait dire n'importe quoi, ou à peu près, au plan de gestion machin, il me reste 2 minutes 40, c'est ça? Bien ça? S'il te plaît. 15 minutes, parfait, on va peut-être m'entendre pendant 5 minutes et demie. Alors, là, le chef de l'opposition nous dit, ben non, mais on fait dire n'importe quoi, là, dans le contexte, puis ça change, puis etc. Pas du tout. Je pense que mon collègue Parenteau, parce que j'imagine c'est ce qu'il vous a dit, il nous l'a dit au CE, il nous l'a dit en statutaire, on l'a revu en CCPE, ses propres fonctionnaires sont faits 4 fois plutôt qu'une questionnés au CCGPE, au comité de gestion corporatif, des projets d'envergure, justement que nous allions avec la stratégie. Ceci dit, on est en train de la revoir. On sait ce qu'on a de besoin maintenant. On a besoin de regarder le tonnage. On sait ce qu'on a de besoin dans un premier temps. Par la suite, c'est évolutif. On regarde les besoins. On s'assure que ça fonctionne bien, que les Montréalais, la stratégie que nous faisons, est correcte. Alors, bien sûr, on n'est pas en train d'annoncer tout de suite le reste, puis on se dit, pas de trouble, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Marquise, on y va, les budgets sont lousses, puis on se lâche n'importe comment. C'est pas ça qu'on fait. Donc, venez pas nous dire que finalement, on transfigure, on transforme la stratégie du début. Ça fait tellement longtemps qu'elle a été faite, que les besoins ont changé, qu'il y a des technologies, puis qu'à un moment donné, il faut regarder, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est ça que l'administration ici fait d'une façon très responsable, Monsieur le Président. Alors, nous, ce soir, on va adopter ce contrat-là parce qu'on veut s'assurer que les Montréalais en aient pour leur argent. Que notre administration va justement faire en sorte de prendre ses obligations, aller avec ses responsabilités et faire en sorte qu'on entre pleinement dans le 21e siècle, qu'on puisse aller de l'avant avec une gestion des matières résiduelles responsable, parce que c'est ça qu'on doit faire pour la suite du monde. Alors, moi, j'ai aucun problème à aller de l'avant avec ce contrat et à faire en sorte que si l'opposition officielle ne veut pas, nous y croyons, nous. On pense que c'est la meilleure chose et nous allons donc le voter. Est-ce que ceci dit, on aurait pu, dans le sommaire décisionnel, en faire mention? Je vais faire mention honorable et oui, ça aurait dû être écrit. Est-ce que ça fait en sorte, ceci dit, que ça aurait changé votre vote? Permettez-moi d'en douter. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais permettez-moi d'en douter. Je ne pense pas que ça aurait fait en sorte que vous auriez plus voté pour ce projet. Alors moi, je suis très à l'aise d'aller de l'avant avec ce contrat, d'être allé de l'avant au mois dernier avec le contrat à Suez et de faire en sorte de poursuivre notre stratégie pour voir si on est vraiment sur la coche pour la suite des choses. Alors moi, c'est vraiment là, l'opposition officielle, on ne vous convaincra pas, mais les autres membres du Conseil, moi, je vous invite à regarder ça et à vous dire qu'il n'y a aucune information qui ne vous a pas été transmise pour quelle que soit la raison, tout simplement parce que le dossier est présenté lorsque c'est le temps. Et que c'est un choix responsable que de se faire accompagner par la firme WSP sur les mandats des volets industriels pour nous assurer que le contrat qu'on a donné à Suez, on va être correct avec, que les Montréalais vont en avoir pour leur argent, qu'on va être dans les temps, qu'on ne soit pas dans un dépassement de coûts, puis qu'on va être une administration responsable et résolument tournée et agissante pour le développement durable. Alors, c'était ça que je voulais dire, et j'ai eu le temps de me décolérer. Merci beaucoup, M. Doré. Mme Boivin-Roy. Alors, je suis contente d'entendre que M. Doré a eu une teneur thérapeutique à son intervention. C'est ce qui fait d'ailleurs que je ne l'ai pas interrompu il y a 5 minutes, mais il y avait quelques mots antiparlementaires, dont le mot caché, dont je comprends que vous les retirez de par le signe de votre tête. Oui. D'autre part, nous allons demander le vote nominal sur ce dossier. Donc, il y a une demande de vote nominal sur ce point-là. Ça va, le vote nominal? On ouvre les portes, on sonne les cloches, s'il vous plaît.
ferme les portes. On arrête les cloches, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le greffe. Le vote est sur la 80-20-37, juste pour s'assurer que tout le monde est là. Merci. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Madame Tullier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Donné, excusez-moi, Monsieur Donné, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvert-Roy, Monsieur Biellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bass, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagadi, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran, Donc, 38 pour, 23 contre. Le point il est adopté. On ouvre les portes et il n'y a pas d'intervention sur le reste du bloc. Oh, oui, je m'excuse. Parfait. Donc, ce point-là, il est adopté et le reste du bloc, il n'y a pas d'intervention, donc le bloc est adopté. Monsieur le leader de l'administration, c'est à vous. Monsieur le Président, ça nous amène à réunir les items 2041 à 2044. Et en 2041, on conclut une entente cadre de collaboration de gré à gré avec MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle, au BNL, pour une période de 5 ans. En 2042, on accorde un soutien financier exceptionnel d'un montant maximum de 1 013 000 pour la réalisation du projet de logement social HFAQ phase 5 de l'organisme les habitations de la Fondation des aveugles du Québec. En 2043, on accorde un soutien financier d'une somme maximale de 2 045 000 à la Cité des arts du cirque pour la réalisation du plan d'action Cirque Terre humain dans le cadre de sa mission. Et en 2044, on approuve un projet d'entente tripartite pour 2019 entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal, relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du projet d'Axologie Québec. Merci beaucoup. Madame Boivin-Roy. Merci. Sur le 80-20-42, alors en lien avec ce que notre collègue Mme Popeanu nous a dit tout à l'heure, effectivement, c'est un très beau projet pour les habitations de la Fondation des aveugles. Mais je profite de l'occasion pour revenir sur vos propos tout à l'heure. Vous nous avez parlé du règlement qui sera éventuellement adopté, un règlement qui semble causer une certaine crainte dans l'industrie et parmi les potentiels acheteurs, particulièrement les acheteurs de première propriété. Alors, attendez une seconde, s'il vous plaît. Monsieur le leader. Bien, on aimerait savoir.
Oui, c'est ça. On cherche le lien, Monsieur le Président. Okay, merci ça serait beaucoup. le fun si la conseillère pouvait... OK. Madame Boivin-Roy. Écoutez, on veut simplement demander à l'administration si dans toute sa transparence démocratique, est-ce qu'elle compte s'engager à rencontrer les membres de l'opposition pour présenter son règlement 2020 qui ont, de ce qu'on a compris dans les journaux, se représenter au prochain conseil municipal. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. Monsieur Sarry. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'interviens sur le point 2041. Et ce point-là, il est en étroite relation, plutôt en lien direct avec le point 2035 qu'on a voté tout à l'heure. Et j'apprécie beaucoup les réponses de M. Ouellet tout à l'heure. J'apprécie aussi les propos qu'il a tenus à cet égard. Cependant, je pense qu'il y a un amalgame un peu par rapport aux termes qui ont été utilisés. Surtout que M. Ouellet, quand il expliquait les concepts qu'on pourrait avoir avec les avantages avec Fujitsu, lui, il parlait d'intelligence d'affaires. Ici, on parle quand même d'intelligence artificielle, basée quand même sur des données venant de plusieurs services, venant des données de citoyens, et où Montréal a signé quand même ou accorde un intérêt très important au côté éthique. Ceci dit, ma question, encore une fois, par rapport au 2041, cette fois-ci, on voit le contrat qui va être donné au MILA et on se demande, quand on regarde surtout le sommaire décisionnel du 2035 et du 2041, un certain dédoublement dans la description de l'appel d'offres. Et je répète encore une fois ce que j'ai dit dans 2035, on retrouve développer et mettre en place des solutions logicielles. Ça veut dire qu'on veut déjà développer des logiciels. Ça, c'est bon avec Fujitsu, mais on ne sait pas est-ce qu'elle est d'accord ou pas avec ce que la Ville de Montréal a signé, ce que le MILA aussi est d'accord. Proposer des plans de communication. Encore une fois, ce que j'ai compris de M. Ouellet tout à l'heure, c'est que ces plans de communication, ces façons de faire, vont être orientés par des chercheurs qui vont trouver un terrain de travail et de recherche dans les données de la ville. Alors je vois, encore une fois, c'est dans la description du 2035, recommander des plans d'action pour favoriser l'adoption des technologies. Ben, tout à l'heure, M. Ouellet, quand il m'a parlé, il a expliqué, il a dit que c'est ce que le MILA va faire. Mais là, on le retrouve encore une fois dans la description des tâches qui vont être données à Fujitsu. Sérieusement, on donne 2 052 993 $ à Fujitsu, sachant qu'on ne sait même pas est-ce qu'une firme privée, est-ce qu'elle accepte l'entente de la Ville de Montréal par rapport à l'éthique ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on donne un autre contrat maintenant, dans le 2041. Je questionne juste, est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation, un engagement ferme de la part de l'administration, comme quoi il n'y aura pas de dédoublement dans ce sens? Parce que dans un contrat, on demande des orientations et des plans d'action au MILA, on demande à avoir vraiment une bonne stratégie d'opération des données avec l'intelligence artificielle, mais dans un autre contrat qui est seulement de 2 ans, qui est de 2 millions et plus, on donne quand même presque les mêmes tâches à Fujitsu. Sérieusement, j'ai lu le sommaire décisionnel, mais je suis quand même, M. Ouellet, je suis quand même assez mêlé, mais on ne parle pas ici d'intelligence d'affaires, loin de là. On parle quand même d'intelligence artificielle. La Ville de Montréal, on parle ici d'une orientation vers l'intelligence artificielle. On ne parle pas de tableaux croisés dynamiques dans Excel, on ne parle pas d'intelligence d'affaires avec des tableaux ou des analyses prédictives des données, on parle d'intelligence artificielle où on peut avoir une ville intelligente, on peut avoir des données qui peuvent orienter même nos utilisations des feux de circulation. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On peut l'intégrer au service de police, mais là, on ne parle pas d'intelligence d'affaires. Sérieusement, est-ce qu'on pourrait juste avoir un engagement? On l'accorde aujourd'hui, on n'a pas voté contre le 2035, mais on espère avoir juste un engagement de votre part qu'il n'y aura pas de dédoublement dans les deux, 2035 et 2041. Merci, M. le Président. Merci, M. Sarry. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. C'est concernant le 2044. Il n'y a pas d'intervention. C'est bon? Oui, c'était seulement pour dire que c'est une excellente nouvelle. On s'en réjouit. Dans les rencontres prébudgétaires que nous avons faites, nous avons beaucoup fait valoir la question de l'habitation. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui ont de la difficulté à sortir de terre, étant donné
les coûts importants liés à l'achat des terrains, mais également au niveau de la construction, ce qu'on appelle, je vais utiliser un anglicisme, le backlog. Alors, on est la seule ville au Québec qui a reçu une somme aussi importante. On parle ici de près de 73 millions de dollars. C'est excellent. Je vous dirais que j'aurais aimé que les autres villes au Québec en reçoivent également parce que ce n'est pas seulement à Montréal qu'il y a des projets qui sont en attente. Mais bon, on va s'en réjouir qu'à Montréal, nous ayons obtenu les sommes pour lesquelles nous avons milité, faisant valoir l'importance de tous ces projets qui sont sur le point d'être finalisés, mais qui, pour des raisons techniques, mais somme toute financières très importantes, n'arrivent pas à se concrétiser. Alors, je suis très, très satisfaite de ce montant. On va pouvoir s'en servir, bien sûr, pour les unités de logement tant abordables et sociales que nous avons promises et sur lesquelles nous gardons le cap. Et pour y réussir, c'est là l'intérêt d'avoir plusieurs mesures en lien avec le logement, parce qu'on le sait, une stratégie d'habitation audacieuse, ça doit passer par différents outils. Nous en avons plusieurs, que ce soit le programme d'accès à la propriété pour les Montréalais, que ce soit le règlement d'inclusion qui va suivre son cours. Et comme je suis certaine, mes collègues de l'autre côté sont au courant, il y a un processus très rigoureux. Ils seront informés en temps et lieu. Et également de voir cet argent qui nous sera donné qui a déjà été octroyé par le gouvernement du Québec, cette entente tripartite, qui va vraiment nous donner l'opportunité de faire sortir des projets qui sont absolument nécessaires. Et l'habitation et cette notion d'abordabilité qui fait notre renommée, qui fait notre charme, qui participe à notre attractivité ici au Québec, mais bien sûr au Canada et à travers le monde. Donc, je suis très fière d'avoir su négocier, d'être allé chercher ces sommes, et on remercie le gouvernement du Québec d'avoir entendu les demandes de Montréal. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Monsieur Doré. Oui, en droit de réplique sur, je ne sais pas le numéro, mais c'est sur Mila, suite à l'intervention de mon collègue. En fait, je vais répondre au nom de M. Croteau, puisqu'il donne une conférence, je pense, ce soir à l'UQAM ou quelque chose comme ça. Ce qui est important de voir dans ce sommaire-là, donc j'étais en droit de réplique, c'est un package. Hein? C'est vraiment ça. Donc, je pense que la partie la plus instructive, très souvent, on tente de donner de l'information sommaire dans le sommaire décisionnel, justement. Je pense que là, ce qui est le plus intéressant pour voir ce à quoi on aura droit, est vraiment, j'ai ça l'utiliser, je trouve que c'est un mot à la mode, là, mais l'écosystème. Hein? Mais bon, dans ce cas-là, c'est réellement un écosystème. Donc, j'invite les gens à aller aux pages 41 et subséquentes de l'annexe, donc les pages 41 et suivantes du sommaire décisionnel. Et c'est vraiment là qu'on prend toute la mesure de ce qui nous est offert avec ce partenariat-là pour l'argent qu'on donne. Alors, bien sûr, il y a une visibilité corporative. C'est bien, c'est gros, le MILA, c'est bien. Alors, la ville est là, sur place, etc. C'est super bon. Mais on va avoir accès, dans le fond, aux recherches de MILA. Et là, on a vraiment tout ce qui est écrit là avec un paquet de choses qui sont là, de la recherche de pointe, des calculs de pointe. Alors, on a accès à ça. On aura accès aussi à des talents. Vous savez qu'en ce moment, on a besoin de recruter des gens. On a besoin également d'avoir des stagiaires. On a besoin aussi de se perfectionner. On a besoin également de faire en sorte d'aller chercher des experts pour certains domaines plus pointus que d'autres. Et on ne fera pas nécessairement d'affichage. Faire partie de cette convention va nous assurer donc un accès à des talents. Alors, il y en a plein. Il y a, bien sûr, de s'associer avec MILA, c'est prestigieux et ça fait en sorte de nous ouvrir des portes vers un monde beaucoup plus vaste. C'est là. Et il y a tout l'accès à l'écosystème, vous le voyez au complet, là, qui est là, donc avec des hubs, être capable également d'avoir accès à certaines exclusivités, d'être capable également de voir à de la commercialisation d'un certain nombre de choses, des explications. Vous avez vraiment, tout est là. Et même, il y a des opportunités d'affaires en lien avec tout ce qui est avec tout ce que sont les entreprises émergentes, les fameuses start-up ou les jeunes pousses, comme le disait la semaine passée mon collègue Croteau. Alors, c'est à ça qu'on aura le droit. Alors, c'est très complémentaire et ça va au-delà du précédent contrat. Alors,
oui, peut-être qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a un dédoublement? Mais il pourrait y avoir un dédoublement si on le veut. Mais assurément, ce n'est pas le but de ce sommaire décisionnel. Alors vraiment, ça a été bien présenté par mon collègue Croteau et on trouvait que c'était effectivement plus qu'une porte sur l'avenir. Je veux dire, c'est en ce moment qu'on a besoin d'être là-dedans et Montréal ne peut pas se permettre d'être à la traîne. Je pense qu'en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est là, c'est à Montréal, c'est là pour durer et nos citoyens ont besoin qu'on soit proactif en la matière. Alors, vraiment, je n'ai pas de problème à ce que l'ensemble des membres du Conseil là, embarquent avec nous et votent ce sommaire décisionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Doré. Il n'y a pas d'autres interventions sur les autres points. Donc, ce bloc-là est adopté. Monsieur le leader. Monsieur le Président, cela nous amène au chapitre 30 de l'agglomération. Et au chapitre 30, nous avons 3 points que je propose de réunir. Alors, en 30.01, on adopte le plan d'action Vision zéro décès et blessés graves 2019-2021. En 30.02, on approuve le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2018 dans le cadre de la planification économique conjointe de la stratégie de développement économique 2018-2022. Et en 30.03, on approuve le programme d'activité des commissions permanentes du Conseil d'agglomération pour l'année 2019. Merci. Monsieur Salem. Merci, Monsieur le Président. En fait, je vais faire mon intervention sur le 80-30.02. Merci. Monsieur le Président, en lisant le rapport des activités réalisées en 2018, on voit bien que le nouveau statut métropole de la Ville de Montréal a fait une très grande différence dans le développement économique de notre ville. Nous savons qu'avec la planification de nombreux projets pour 2019-2022, nous allons avoir un taux de croissance du PIB de 3,6%. Si on le compare à 2017, nous avions 3,5%. Donc les choses vont quand même assez bien au niveau du développement économique. Toutefois, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour le développement économique de la métropole et que l'administration a encore beaucoup de chemin à faire pour montrer aux commerçants, aux entrepreneurs et aux gens d'affaires que la ville les soutient. Principalement les commerçants, et on sait déjà, Monsieur le Président, qu'à la Ville de Montréal, on sait que l'entrepreneuriat et les commerces, c'est surtout les petites et les moyennes entreprises. On sait déjà qu'elles créent de l'emploi chez nous, elles créent de la richesse et de la diversité. Mais c'est elles qui font face à un cadre fiscal et réglementaire très lourd. Les spécialistes le disent et le redisent. Les 2 freins majeurs pour les entreprises, c'est la réglementation excessive et un taux d'imposition élevé. M. Perez l'a déjà dit l'année passée, en avril 2018, lors de la présentation d'Accélérer Montréal. Le problème, c'est la fiscalité et la lourdeur administrative. Alors, si à tout cela, on ajoute les travaux qui se multiplient dans nos artères, c'est clair que ça vient encore plus nuire au travail et aux recettes de petits et moyens commerces. Alors oui, l'administration a mis en place dans le cadre de Réflexe Montréal des mesures pour aider les commerçants, mais la question se pose, Madame la Présidente, est-ce qu'elles sont suffisantes et ne seront pas-elles assez peu contraignantes aussi? Tout d'abord, est-il vraiment nécessaire de faire remplir aux commerçants près d'une dizaine de documents pour faire la demande de compensation? Nous tenons à rappeler que les PME ont déjà des centaines de formulaires en tout genre à remplir annuellement. Donc, est-ce qu'on est obligé d'ajouter encore des formulaires pour donner accès à ces montants d'argent? On sait que Projet Montréal, il a promis dans sa plateforme électorale de réduire la bureaucratie et les entraves administratives pour les entreprises. Je ne pense pas que cette mesure va dans ce sens-là. Il y a encore du travail à faire pour concrétiser ces promesses. Je parle aussi que, selon le rapport 2018, le fardeau fiscal des commerçants va être diminué par la réduction de la taxe foncière pour la première tranche de 500 000 $ et moins. On sait déjà que cette décision elle a été recommandée par un comité que la mairesse a mis en place et qui a été présidé par M. Guy Cormier. Mais ce rapport, il stipule qu'il a fortement suggéré d'élever cette tranche de valeur à 750 000 $
pour 2020 et à 1 million de dollars pour 2021. C'est un peu ce qui se fait à Toronto actuellement. Jusqu'à maintenant, on n'a rien entendu de l'administration. Je sais que tantôt, mon collègue Benoît Doré, il était extrêmement fier de présenter le prochain budget de la Ville. Donc j'espère que les recommandations de ce comité vont être mises de l'avant. On sait déjà qu'on a payé beaucoup d'argent pour ce comité. On sait que les contribuables de la Ville de Montréal ont payé pour avoir un comité avec des recommandations. J'espère que les recommandations vont être considérées et que ces tranches-là vont être considérées dans le prochain budget de la Ville. Nous savons qu'il y a beaucoup d'argent encore disponible. On sait que 2017, les 10 millions, on n'a pas pu les dépenser. On les a ajoutés au montant de 20 millions de dollars pour 2018. Et même les deux montants, on n'a pas réussi à dépenser plus que 8,4 millions. Nous savons que les années à venir, nous allons recevoir 70 millions. Donc, on a presque 91 millions de dollars disponibles pour aider nos commerçants. Il ne faut pas revoir des artères comme la rue Saint-Denis qui est en train de se vider. Il faut intervenir plus en amont pour aider nos commerçants et garder, surtout, on a un projet qui est Royal Mount qui est en place actuellement et qui se fait construire et qu'on a besoin d'aider ces commerçants à subvenir à leurs besoins. Donc l'argent est disponible, le budget il est là. J'espère que l'administration va nous écouter encore une fois et va appliquer les recommandations du comité. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Salem. La parole à M. de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon commentaire sur son item 3001, mais avant que Jean-Baptiste donne l'heure, est-ce qu'on continue ou, comme vous savez, la dernière fois qu'on avait... Oui, j'ai des bons souvenirs de notre Vous vous souvenez. Donc, je vous laisse à vous de prendre une décision. Vous pouvez y aller pour 5 minutes et puis y aller avec une intervention de 5 minutes. J'ai au moins 10 minutes, 15 minutes. Monsieur Norris, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Alors, je profite du dépôt du rapport d'activité des commissions du Conseil d'agglomération pour souligner que nous poursuivons notre lancée en faveur de la transparence en matière de reddition de comptes du SPVM et du Service de sécurité incendie de Montréal. Je suis très fier de pouvoir dire ce soir que l'ère de l'opacité et du secret dans la reddition de comptes des policiers et des pompiers qu'on a connu sous le maire Coderre est définitivement révolu. Nous avons un programme, un calendrier bien garni pour cette année à la Commission de la sécurité publique, tout comme l'année dernière où nous avons tenu un record de 11 séances publiques de la Commission de la sécurité publique portant sur des sujets difficiles comme la gestion des manifestations, comme les armes intermédiaires, comme le profilage racial et social, des sujets controversés, difficiles que nous avons débattus, que nous avons discutés en public, où il y avait une reddition de comptes, où les membres du public pouvaient poser des questions aux services de police et aux services de sécurité incendie. Cette année aussi, nous tiendrons une série de rencontres publiques importantes portant sur des sujets souvent difficiles et controversés. Nous avons déjà tenu des rencontres sur les caméras portatives, sur les déplacements entre la maison et l'école. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le 9 avril, à 9 heures du matin, ici dans l'enceinte du conseil municipal, nous tiendrons une séance publique, une discussion publique sur la question des techniques de désescalade et des clientèles vulnérables. On dit que 40% des interventions policières se font auprès de personnes vivant des difficultés psychologiques. Alors, c'est un sujet très important à discuter, à débattre en public. C'est l'un des sujets sur lesquels nous nous pencherons. Nous avons également l'intention d'avoir des séances publiques qui porteront notamment sur tous les progrès qui ont été réalisés à la suite du dépôt du rapport Bouchard qui a montré les difficultés et les failles dans la division des affaires internes du SPVM. Madame Lynch Carbonneau, qui est directrice adjointe du SPVM, viendra nous expliquer quels sont les progrès qui ont été réalisés afin de mettre fin à cette dysfonction qu'on a vécue
dans la division des affaires internes et pour qu'on puisse mieux comprendre comment le SPVM saura assurer une plus grande probité et une plus grande intégrité dans la gestion de ces affaires internes. Alors, ce sont parmi les sujets difficiles, complexes et souvent controversés que nous allons aborder cette année. Et je dois vous dire que j'en suis très fier. Je remercie beaucoup les membres de la Commission, de l'opposition, des villes liées, de notre administration et du représentant du gouvernement provincial, tout le monde qui a participé à nos délibérations, ainsi que la secrétaire de la Commission, Mme Julie Demers. Je vous demanderai de garder le silence. Pour son soutien dans nos démarches. Alors, merci et bonne fin de conseil. Merci beaucoup, M. Norris. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire un discours quand il est 59, mais il n'est pas encore 22 heures. Vous voulez déposer? Oui. Monsieur en le lien avec Président. l'article 80.20.13 déjà adopté plus tôt aujourd'hui, j'aimerais déposer officiellement auprès de Maître Saint-Don une note du contrôleur général adressée à M. Serge Lamontagne. Et c'était à ma demande. Donc, ce matin, on a reçu la note. Alors, je la transmets pour procès-verbal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on ajourne et à demain matin pour la période de questions du public. Bonne nuit.